Les deux militaires, deux hommes, marchaient dans le stationnement de ce petit centre commercial de Saint-Jean-sur-Richelieu vers 11h30 ce matin, quand subitement, ils ont été renversés par une automobile. Un des militaires repose dans un état critique. L'autre a été légèrement blessé. L'automobiliste a par la suite pris la fuite avec des policiers à ses trousses. Après une chasse à l'homme sur quelques kilomètres, l'automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule qui a effectué quelques tonneaux avant de se retrouver dans ce fossé. L'homme a réussi à sortir de son véhicule avec un couteau à la main, menaçant les policiers qui l'ont abattu de plusieurs coups de feu. J'ai voulu sortir de l'auto pour aller aider avant que les coups de feu partent. C'est quand que mon mari a avancé un petit peu, comme dans le milieu ici, c'est là qu'on a entendu, que j'ai entendu les coups de feu, 7 coups de balle. J'ai vu un policier sauter comme ça sur le côté pour se protéger. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu le suspect tomber par terre. Le suspect est un homme de 25 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quelqu'un qui est connu des milieux policiers. La thèse terroriste fait partie des hypothèses. On l'a entendu, cette thèse-là est regardée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec aussi. Selon nos sources, le suspect s'appelle Martin Coutu-Rouleau. Sur son site Facebook, il s'identifie comme étant Ahmad Rouleau et il fait l'éloge de l'islam. Son entourage était d'ailleurs au courant de sa conversion à l'islam. Bon, on savait qu'il était converti à la religion de l'islam depuis plus d'1 an, je crois. Là. Puis qu'il y avait je crois qu'il y avait des... Mais ça, c'est des oui-dire entre voisins, là, qu'il y avait possiblement des relations avec des gens des pays arabes, là. Un drame qui soulève de nombreuses questions et qui survient au moment où le Canada vient de s'engager dans la guerre contre le groupe armé État islamique. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, Emmanuel, on a été assez surpris aujourd'hui parce que très tôt dans la journée, il a été question justement d'un possible acte terroriste à la Chambre des communes. Oui, Céline, c'est vraiment aux communes que cette hypothèse a été émise pour la première fois. Ça s'est produit pendant la période des questions, alors qu'un député conservateur a causé la surprise en demandant au premier ministre de commenter les événements qui se déroulaient à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous laisse écouter l'échange. There are unconfirmed reports of a possible terror attack against 2 members of the Canadian Armed Forces near Saint-Jean-sur-Richelieu. Can the Prime Minister please update this House on this matter? The Honourable Prime Minister. Encore une fois, Monsieur le Président, nous sommes conscients de ces rapports qui sont très troublants. Nos pensées et nos prières sont avec les victimes et les familles. Nous surveillons de près de la situation et rendons disponibles toutes les ressources du gouvernement fédéral. Maintenant, Céline, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là et qu'on a appris en début de soirée, c'est que lorsqu'il prenait la parole aux communes, M. Harper était au courant des détails de l'enquête. Il avait été informé par le commissaire de la GRC, Bob Paulson, par le chef d'état-major des Forces canadiennes. Dans un communiqué, le bureau de M. Harper indique « L'individu qui a happé les 2 membres des Forces armées canadiennes avec son véhicule est connu des autorités fédérales. Les autorités ont confirmé que certains éléments indiquent clairement qu'il s'agit d'un individu qui s'est radicalisé. » Un possible attentat, donc, qui survient alors que, encore vendredi, les hauts gradés de la Défense nationale reconnaissaient qu'il craignait justement que des membres des Forces armées canadiennes, des militaires, soient ciblés par des sympathisants islamistes, justement à cause de l'engagement du Canada en Irak. Alors, bien sûr, tout ça a suscité toutes sortes de réactions à Ottawa. Oui, plusieurs. Il y a beaucoup de députés d'opposition qui s'inquiètent, qui se demandent pourquoi M. Harper a commenté aussi rapidement sans que vraiment l'enquête soit plus avancée, qu'on ait un portrait plus complet. Certains lui reprochent même de vouloir créer un climat de peur au Canada. Surtout, la question se pose. Il n'y a pas si longtemps, les autorités, les responsables du renseignement répétaient aux Canadiens « Oui, il y a 63 enquêtes en cours qui visent 90 individus, mais tout ça est maîtrisé, etc. » Là, ce soir, on se demande pourquoi est-ce que cet homme-là est justement passé entre les mailles, comment est-ce qu'il a pu justement pouvoir passer à l'acte. Là-dessus, je vous laisse écouter le ministre Jason Kenney et la néo-démocrate Hélène Laverdière. Il y a toujours les menaces réelles. Et nous accordons beaucoup de confiance dans les agences de sécurité de prévenir les attentats, mais c'est impossible de les empêcher totalement.
comment ça se fait que cet individu-là ait pu se rendre dans cette situation-là. On nous a parlé beaucoup dans le dossier de l'Irak de gens qui seraient revenus, qui auraient même commis des crimes et qui seraient au Canada. Puis on se dit tout le temps, mais s'ils connaissent la présence de ces gens-là au Canada, comment ça se fait que les autorités compétentes n'ont pas agi à date? Céline, ce sont toutes des questions qui seront probablement posées certainement au commissaire de la GRC, Bob Paulson, qui est justement attendu sur la colline du Parlement demain pour témoigner dans un comité parlementaire sur un tout autre sujet. Oui, beaucoup de questions. Merci beaucoup, Emmanuel. Et nous, on va poursuivre la discussion justement avec Stéphane Berthommet, analyste en affaires policières. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez entendu ces questions. Comment a-t-il pu passer à travers les mailles du filet si on savait qui il était, si on savait qu'il était radicalisé? Oui, et la question qu'on n'a pas encore posée, c'est est-ce qu'il fait partie de ces enquêtes qui ont été annoncées justement par les autorités? Et moi, les questions que je me pose aujourd'hui avec cette intervention en chambre, justement, à quoi servait cette intervention en chambre? Parce qu'elle a mis quand même une certaine pression sur les épaules de la SQ qui enquête actuellement et qui, à ce moment même, n'avait pas encore annoncé qu'il s'agissait d'un acte potentiellement terroriste. Est-ce que ça servait peut-être à désamorcer la situation parce qu'on avait des éléments sur cet individu et qu'on était en train d'enquêter sur lui et que peut-être il aurait échappé? C'est une hypothèse. Mais il y a des limites là, dans l'état de droit, dans un état de droit comme le nôtre, à ce qu'on peut faire là, comme surveillance pour un individu comme celui-là. Et c'est vrai que, bien entendu, c'est toujours l'équilibre entre les moyens qu'on va mettre et la dangerosité du personnage. Il va falloir qu'on comprenne beaucoup mieux ce dossier, qu'on comprenne beaucoup mieux la personnalité, l'implication, les raisons et les motivations d'implication de cet homme-là dans sa démarche terroriste, puisqu'on peut l'appeler comme tel aujourd'hui, pour savoir si les policiers ont bien mis les moyens, s'ils ont été jusqu'au niveau où ils devaient aller. Vous savez, les policiers surveillent, on nous annonce un nombre d'individus, mais il y en a évidemment plus. Est-ce qu'ils ont les moyens de les surveiller? Ça, c'est un gros problème. Et vous savez qu'on a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'on voulait donner plus de moyens au SCRS pour justement surveiller ces combattants. Là, on voit le site Facebook. C'est ça. Alors, on voit la page Facebook de cet homme, Ahmed Rouleau, ou Ahmed le converti. Et on voit d'ailleurs sur sa page Facebook qu'il y a des vidéos qui sont très radicales, qui mettent en scène des djihadistes. Donc il n'y a pas de doute sur en tout cas ses intentions alléguées. Après, il va falloir qu'on comprenne pourquoi et comment il s'est radicalisé. Est-ce qu'il a eu du support? Est-ce qu'il s'est fait aider? Ou est-ce qu'il s'est fait pousser? Ou est-ce qu'il a simplement réagi à cet appel justement au djihad dont on a entendu... oui, parce que là, ça serait le premier incident depuis le premier accident, enfin assez grave quand même, depuis l'appel du groupe armé État islamique contre les pays occidentaux membres de la coalition, juste après le début des frappes aériennes. Exactement. Si jamais ça s'avérait, et bon, pour l'instant, tout nous laisse à penser qu'il s'agit d'un acte terroriste, avec, je vous dis, des motivations qui restent encore clairement à déterminer, il est évident que ce serait le premier, puisqu'il y a eu plusieurs autres tentatives, mais qui ont été déjouées, notamment aux Pays-Bas, en Australie, très récemment, 14 arrestations par la police australienne d'individus qui, il faut le signaler, on est dans le même mode opératoire, d'individus qui visaient des policiers dans des tentatives d'attentats ou des tentatives de meurtre. Donc on va prendre ça très au sérieux et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de mieux comprendre ce dossier pour voir ses implications complètes. Mais là, on est quand même dans un autre univers là, des gestes terroristes, des actes terroristes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une nouvelle phase de l'action terroriste. Et ça va d'ailleurs nous amener certainement à nous intéresser, nous questionner sur qu'est-ce qu'un acte de terrorisme aujourd'hui. Parce qu'on est face à des individus qui ne se radicalisent plus dans des réseaux avec des structures organisées, qui vont forcément sur un terrain d'opération pour en revenir. Oui, il y en a. Oui, ces gens-là sont des recruteurs potentiels. Oui, ce sont des gens qui incitent les autres à se radicaliser. Mais il y en a qui se radicalisent avec Twitter, par Facebook, simplement au contact d'individus sur Internet, par des discussions. Et ces individus-là sont les plus dangereux, ils sont les plus difficiles à détecter, justement par leur absence de lien avec ces réseaux. Stéphane Berthommet, merci beaucoup pour ces informations. Merci.